Alors, on reprend sur cette slide-là, et je vous disais qu'on allait maintenant regarder ce qu'il en est du niveau marin relatif. Alors, premier point, vous voyez qu'entre ici et une des slides du début du cours, la définition de niveau marin relatif n'est pas la même. Dans le début du cours, le niveau marin relatif allait jusqu'au socle du bassin. Ici, la définition utilisée pour niveau marin relatif est celle de la colonne d'eau, hauteur de la colonne d'eau. Donc en fait, hauteur d'eau dans le bassin. Donc à partir de maintenant, et donc ça, je me rends compte que ça aurait été bien que je nettoie ce PowerPoint. Le niveau marin relatif ici, ça va être pour la hauteur d'eau. Alors, ce que vous voyez là, c'est que ce paramètre, le niveau marin relatif, dépend de l'accommodation et du flux sédimentaire. L'accommodation, c'est l'espace disponible pour les sédiments. Lui, il va jusqu'au fond du bassin. Et si vous ajoutez beaucoup de sédiments, l'accommodation moins le sédiment vous donne le niveau disponible pour l'eau. En fait, pourquoi est-ce qu'on passe maintenant au niveau marin relatif? C'est parce que c'est ça qu'on trace quand on fait de l'analyse sédimentologique des faciès. On a une information sur la hauteur d'eau, une information pas quantitative, qualitative, mais en fait l'information sur ce que nous donne le sédiment, c'est quand on sait le déchiffrer, c'est une information sur la hauteur d'eau. Donc, ce que le sédiment va nous donner, c'est ça, et ce niveau, cette hauteur d'eau convolue les signaux de création d'accommodation et de flux sédimentaires qui eux-mêmes résultent du climat et de la tectonique. Donc tout ça c'est imbriqué, mais on peut y accéder plus ou moins directement en déchiffrant le message sédimentaire. Donc là, on passe à une autre partie du cours qui n'est plus les facteurs de contrôle de l'accumulation des sédiments, mais vraiment la description des architectures dites stratigraphiques. Vous avez ici à droite plusieurs types d'architectures stratigraphiques, c'est-à-dire la manière dont les formations sédimentaires sont agencées. Et ces différentes architectures stratigraphiques sont fabriquées avec des rapports d'accommodation, ici, sur flux sédimentaires différents, que l'on peut relier, que l'on va regarder dans différents cas de types d'accommodation. Donc je vais reprendre ce schéma à partir de la gauche. Donc les différents types d'accommodation. Quand on a une accommodation positive, c'est-à-dire quand on crée de l'espace, on peut se trouver dans 3 cas. Accommodation positive, on crée de l'espace, vous vous souvenez, on peut se créer cet espace soit par le niveau statique qui monte, soit par le fond du bassin qui subside, soit les deux. En tout cas, quand je crée de l'espace pour déposer les sédiments, si le rapport accommodation sur flux est supérieur à 1, c'est-à-dire que le flux sédimentaire n'est pas suffisant pour remplir tout l'espace créé, je vais me trouver dans un cas de figure qu'on appelle la rétrogradation, où vous voyez que les corps sédimentaires se déplacent vers le continent. On rétrograde. Les sédiments jaunes correspondent aux sédiments de plage, les sédiments verts aux sédiments déposés dans les plaines alluviales sur les continents, le bleu correspond plutôt au large, aux sédiments du large, ici le littoral. Vous voyez, quand on crée de l'accommodation plus vite qu'on ne remplit le bassin, en fait, en termes de niveau d'eau marin, ce qu'on va fabriquer, c'est une transgression, et l'architecture sédimentaire qui va en résulter sera celle de la rétrogradation.
où les plages, progressivement, se déplacent vers l'intérieur des continents. C'est ce qu'on s'attend à voir très bientôt avec la fonte des glaces induite par le changement climatique. Si on fond les glaces, le niveau marin va augmenter. Il va augmenter plus vite qu'on ne sera capable de déposer des sédiments et donc il y aura une transgression. Le niveau marin va progresser sur les terres et donc les plages vont se déplacer progressivement vers l'intérieur des terres. Ok? Donc création d'accumulation positive. Si le flux sédimentaire ne suit pas, c'est-à-dire que le rapport accommodation sur flux sédimentaire est supérieur à 1, on a une rétrogradation. Si le flux sédimentaire suit, c'est-à-dire qu'on apporte autant de hauteur de sédiments qu'on crée d'espace, on va avoir ce qu'on appelle l'aggradation. C'est-à-dire que bien que le niveau marin monte ou que le fond du bassin subsidence, bien qu'on crée de l'espace pour déposer des sédiments, le littoral reste au même endroit, il ne bouge pas, il ne se déplace ni vers le continent ni vers l'océan, mais par contre la pile sédimentaire grandit. Les flux sédimentaires permettent de stabiliser le littoral à un endroit donné. Dernier cas de figure, quand le flux sédimentaire est supérieur à l'accommodation, ou quand le rapport accommodation sur flux sédimentaire est inférieur à 1, à ce moment-là, on apporte plus de sédiments qu'on ne crée d'espace pour les déposer. Donc on va progressivement combler le trou et le littoral va se déplacer vers l'intérieur du bassin. On dépose plein de sédiments, plus qu'on est capable, et on ne crée pas d'espace, donc progressivement le littoral se déplace vers l'intérieur du bassin. On appelle ça la progradation. Et ici, on a une légère aggradation en même temps, c'est-à-dire que on a quand même du dépôt, enfin une croissance de la pile sédimentaire. Ici, on a aussi une aggradation. On a une rétrogradation avec aggradation simple, progradation aggradante. On peut avoir une progradation sans aggradation du tout, donc pas d'accumulation de sédiments à un endroit donné, mais juste vers l'intérieur du bassin. Et vous voyez que dans ces cas-là, on ne dépose pas de sédiments dans la plaine alluviale. Il n'y a pas de bassin en domaine continental. Et ça, c'est quand il n'y a pas du tout de création d'accommodation. Si j'ai pas du tout de création d'accommodation, à ce moment-là, ce rapport va être nul, quel que soit le flux sédimentaire, et tout flux sédimentaire qui arrive va venir se déposer vers l'intérieur du bassin. Enfin, quand on a une accommodation positive, c'est-à-dire une suppression d'espace, et ça c'est le cas quand on a, par exemple, on rentre en glaciation, on fait baisser le niveau statique, ou quand un bassin, quand on a une surréaction au lieu d'une subsidence pour le fond du bassin. À ce moment-là, on a un rapport accommodation sur subsidence qui est inférieur à 0, flux sédimentaire qui est inférieur à 0. Et on rentre dans le schéma de régression dite forcée. Vous voyez qu'ici, les dépôts sédimentaires littoraux et autres à un moment donné sont carrément érodés. C'est ce que signifie cette ligne ondulée. Ça veut dire qu'on a une surface d'érosion. Et on dépose des sédiments vers l'intérieur du bassin, mais à une altitude plus basse. Ces dépôts vont eux-mêmes être érodés pour être redéposés encore plus bas. Ça, c'est une régression. Ça traduit une régression forcée, et on a donc quelque chose de rétrogradant avec une dégradation, enfin une perte de hauteur de sédiments. Ok, cette slide-là, ça fait partie des fondamentaux, vraiment des gros fondamentaux de ce qu'il faut savoir en stratigraphie, pour l'architecture stratigraphique. Donc les schématiser rétrogradation, aggradation, progradation,
et régression forcée sont des attendus très forts de ce cours, et pouvoir discuter des conditions dans lesquelles on génère ces architectures stratigraphiques aussi. Donc ces histoires de création positive d'espace nul ou négative et de rapport accommodation sur flux sédimentaire. Maintenant qu'on a parlé de ces architectures, en fait, on a l'impression de voir sur ces architectures qu'il y a quand même des choses qui se répètent, hein. Les paysages sédimentaires se répètent. Là, on a un paysage sédimentaire, comme ça, un autre, et on voit que on passe d'un paysage sédimentaire à l'autre, avec des limites qui peuvent ressembler à des limites de strates, pourquoi pas. Et on peut arriver, avec les déplacements de ces paysages sédimentaires, à la notion de séquence de dépôt. Quand on regarde l'enregistrement sédimentaire, on peut retraduire le niveau marin relatif. Et donc, à partir de l'étude des sédiments, on peut tracer ce genre de courbe qui donne une idée du niveau marin relatif, plus profond, moins profond, et qui traduisent eux-mêmes ce rapport accommodation sur flux sédimentaire. Donc ici, imaginons qu'on a un enregistrement sédimentaire qu'on a pu traduire de cette manière-là, avec des cycles, plus profond, moins profond, plus profond, moins profond, plus profond, moins profond. Donc là, on voit 3 cycles. Et puis, on voit une tendance non cyclique, parce que dans l'échelle de temps qu'on regarde, on ne voit pas le reste du cycle. Et ça, ce sont des illustrations de ce qu'on peut imaginer en termes de concept de ce qui s'est passé. Cette variation du niveau marin relatif, enregistrée dans les sédiments, elle peut traduire une accommodation qui varie cycliquement. Hop. Et c'est ce qu'on voit, et ces cycles se traduisent là. Et puis, ça peut traduire des flux sédimentaires qui sont très forts au début et de plus en plus faibles vers le haut. Et cette combinaison des deux peut donner ce type de schéma dans l'enregistrement sédimentaire. Accommodation et flux sédimentaire, on peut le déconvoluer encore surtout l'accommodation, en eustatisme plus déformation. Donc l'accommodation est le signal combiné de l'eustatisme et de la déformation, qu'on peut représenter ici, avec des variations eustatiques cycliques, typiques glaciation-déglaciation par exemple, à des échelles de temps, mettons de 100 000 ans ou 400 000 ans, superposées à une subsidence locale par exemple de déformation. Et puis le flux sédimentaire. Okay, donc, en gros, quand on regarde des séquences de dépôt, c'est-à-dire quand on commence à se transitionner vers la stratigraphie séquentielle, c'est avec ces concepts-là qu'on raisonne. C'est avec ce que j'analyse dans les roches, c'est ça, c'est les variations du niveau marin relatif ou de la hauteur d'eau, que je peux traduire conceptuellement en termes de rapport accommodation sur flux sédimentaire. Et ensuite, j'essaye de déconvoluer, de réfléchir à des scénarios où je déconvolue le flux sédimentaire de l'accommodation. Et ensuite, l'accommodation, je peux la déconvoluer en eustatisme et déformation. Pour avoir un peu de fiabilité dans ces scénarios de déconvolution, c'est mieux de connaître, avoir d'autres informations par ailleurs, soit sur la présence d'un relief qui peut donner un fort flux, soit sur des informations de déformation locale et de variation eustatique. Enfin, si on a 0 info, on peut faire vraiment plusieurs types de scénarios. Mais c'est comme ça qu'on raisonne quand on fait de la sédimento et de la stratigraphie séquentielle.
Donc ici, on arrive à un autre fondamental, un autre des fondamentaux de ce cours, qui sont le concept de séquence de dépôt. Et ce concept, il est très important. Ce qu'on appelle une séquence de dépôt, c'est la succession de dépôts d'accumulation de sédiments qui progradent. Ici, vous voyez, on a une progradation, les corps sédimentaires progressent vers le centre du bassin, et de rétrogradation, où les corps sédimentaires progressent vers le continent. Progradation, rétrogradation. Et cette succession définit une séquence de dépôt. Quand on est en progradation, le milieu devient de moins en moins profond, on baisse, le niveau marin relatif diminue, et quand on est en rétrogradation, le niveau marin relatif augmente. Et cette séquence, c'est ça. Ça, c'est une séquence. Ça, c'est une séquence. Ou ça, c'est une séquence. Ça dépend où je décide de la prendre, mais si je dis que c'est progradation, c'est ça et ça, ça. Ok? Donc une séquence de dépôt correspond à un cycle dans la variation du niveau marin. Alors, un exemple de séquence hyper classique qui est très attendu dans la formation des enseignants, c'est la fameuse séquence de Weyl. Alors ici, elle est représentée en entier. Et vous voyez que, alors il y a tout un tas de vocabulaire, on-lap, top-lap, etc., qui à mon avis n'est pas important pour vous à comprendre. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'on appelle les sequence boundaries, qui sont les limites d'une séquence. Donc là, on en a une là, et une là, et on va essayer d'y retrouver une séquence. Donc, de là, ici, on a un premier corps sédimentaire dans l'architecture. Et ce qu'on voit, c'est que ce corps, il rétrograde. Donc là, on a une séquence qui commence par une rétrogradation. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une progradation. Donc on a rétrogradation, progradation. Et ça me définit une séquence, ici. Ok? Donc dans la séquence de Weyl, c'est ça qu'on voit. Maintenant, ces séquences, elles ont plusieurs ordres, elles sont un peu comme des poupées russes. C'est par exemple, ça c'est une séquence, vous verrez la séquence de Weyl, c'est une séquence de troisième ordre, on va parler de tous ces ordres, mais elle est constituée, chaque petite couche là, pourrait être constituée comme une séquence de base ou séquence génétique. Et donc cette séquence de troisième ordre serait elle-même constituée d'un ensemble de toutes petites séquences. Donc d'où la notion de poupée russe. Alors qu'est-ce qui fait qu'on a ces poupées russes de séquences? En fait, c'est juste des différentes échelles de temps, des différents facteurs de contrôle de la variation de la hauteur d'eau ou du niveau marin relatif. Donc elles sont résumées ici. On commence par la période la plus petite, entre 10 et 100, et en fait c'est 400 000 ans, qui sont celles du glacio-eustatisme, avec les cycles de Milankovitch. Donc l'amplitude, ça c'est l'amplitude de variation du niveau marin attendu, ça va de 10-20 mètres à 100-150 mètres. 150 mètres de variation du niveau marin, c'est l'amplitude maximale qu'on peut attendre avec les glaciations-déglaciations. 100-150 mètres, c'est ce qui se passe quand on passe d'une ère glaciaire, celle qui a démarré il y a 30 millions d'années par exemple, à une ère sans glacier, qui est par exemple ce qui était au Crétacé. Et 10-20 mètres, c'est plutôt la variation entre dans une ère glaciaire, entre une période glaciaire et une période interglaciaire.
Perglaciaire, interglaciaire, ouais, voilà. En tout cas, 100-150 mètres, c'est l'amplitude max. Ensuite, à des échelles de temps plutôt du million d'années, on a encore de l'eustatisme. C'est un mélange de glaciaux et de tectono-eustatisme. Et quand on mélange les deux, on peut atteindre des amplitudes allant jusqu'à 200 mètres de variation du niveau marin. La subsidence joue, mais elle joue marginalement. Elle va jouer parce qu'effectivement, le long, les failles et les croissances de plis jouent à cette échelle-là, mais ça joue que sur des tout petits espaces. Les croissances de failles, c'est très local. Donc ça joue, mais pas à grande échelle de temps. Et la subsidence par surcharge peut jouer, effectivement, à ces échelles de temps, puisque ça reste c'est lié à la tectonique. Mais vous voyez, c'est gris clair, c'est vraiment pas très important. Les amplitudes max qu'on peut atteindre en termes de déformation à ces échelles de temps sont d'autour de 100 mètres. Quand on rentre dans les 10 millions d'années, le statisme devient minoritaire. Il existe à travers le tectonostatisme quand même, on l'a vu, et il peut atteindre des amplitudes de 250 mètres comme ici. Et sinon, en général, le contrôle majoritaire, c'est la déformation, donc la subsidence tectonique et la subsidence par surcharge dans les bassins, avec des amplitudes de l'ordre du kilomètre sur des échelles de temps de 10 millions d'années. Donc on est dans les petits bassins. Là, c'est la taille des petits bassins. Et quand on rentre à l'échelle de temps de 100 millions d'années, donc les grands bassins, on a l'eustatisme qui revient avec vraiment le cycle de Wilson qu'on a vu ensemble à ces échelles de temps. Donc assemblage des continents, dissociation des continents. C'est vraiment à ces échelles de temps que ça joue. Ça peut induire des amplitudes de variation du niveau marin allant jusqu'à 300 mètres. Et puis, on trouve aussi de la déformation de type subsidence thermique qui peut aussi permettre, qui est très lente, et qui peut aussi permettre des accumulations, alors qui permet, elle, des accumulations plus importantes allant jusqu'à 1000 mètres, donc des variations du niveau marin, ou des variations d'accommodation, hein. Là c'est le titre, c'est accommodation, de 1000 mètres. Ok, donc j'ai utilisé pour ce schéma des idées d'accommodation, d'épaisseur de sédiments et de hauteur d'eau. Tout ça, c'est à peu près, c'est tous les ordres de grandeur qui sont donnés là, les amplitudes, marchent pour les trois choses: l'accommodation, la hauteur de sédiments déposés et la variation relative. On est dans les ordres de grandeur. Ok, donc ici on dit plus variation du flux. Effectivement, les variations du flux sédimentaire vont venir impacter ces choses-là. On remet à cet endroit-là ce schéma des subsidences, des vitesses de subsidence caractéristiques, juste pour vous les rappeler là, pour vous dire que c'est à mettre en relation avec les amplitudes. Donc pour ce qui est tectonique, là, à ces endroits-là, par exemple, 10 millions d'années et déformation, c'est vraiment pour vous de rappeler que ces chiffres viennent de ce type de connaissances. Ça y est, on rentre dans les poupées russes des différents ordres de séquences de dépôt. Donc, vous voyez que là, on a ici, c'est les échelles de temps qui changent. On retrouve l'échelle de temps la plus petite, enfin l'unité de temps la plus petite, c'est celle qui est enregistrée dans les varves. On en a parlé pour les dépôts lacustres, où on a une alternance saisonnière, donc on est dans l'année. Ensuite, on a des choses qui tournent autour de 20 000 ans, c'est la plus petite, c'est le cycle le plus petit dans les paramètres de Milankovitch, donc on est dans la précession.
Ici, on est dans le cycle obliquité de Milankovitch, et ici dans le cycle excentricité de Milankovitch. Donc tout ça, ce sont des séquences qu'on appelle à haute résolution. Elles sont enregistrées dans le sédiment, chacune à leur manière. Et on est donc les séquences à haute résolution, donc des petites unités de temps, sont contrôlées essentiellement par les cycles astronomiques. Et ensuite, on rentre dans les séquences qui ont un contrôle plutôt géodynamique. Et donc, la fameuse séquence de troisième ordre de Weyl, que je vous ai déjà décrite, qui a, ce troisième ordre a une durée de 1 à 3 millions d'années. Et cette séquence, enfin, ce qui nous c'est représenté de cette manière-là, un petit peu. Hop, hop, hop. Ensuite, séquence de plus grand ordre. Weyl peut encore aller dans les ordres plus grands. Donc de 9 à 10 millions d'années, de 30 à 40 ou de 90 à 100. Voilà. Et tout cela s'emboîte l'un dans l'autre, c'est-à-dire qu'on peut, sur une grande séquence comme ça, on peut avoir plusieurs séquences intermédiaires. Ici, on voit que dans cette séquence-là, qui fait 9 à 10 millions d'années, on va avoir, celle-ci, on va avoir plusieurs séquences qui font 1 à 3. Dans cette séquence qui fait 1 à 3, on va avoir plusieurs séquences qui font 10 000 ans, et là-dedans, on aura des séquences qui font 40, et ainsi de suite. Alors, cette slide, elle est là pour vous permettre de prendre conscience des différences de résolution de ce qu'on voit sur le terrain. Donc, ici, vous avez la photo d'un affleurement. L'échelle est donnée par ces petits bonhommes en bas. Vous voyez que ça doit faire 10, 20... on doit être entre 50 et 100 mètres de haut. Et ces traits-là, c'est pas un grillage, c'est les profils sismiques qui sont empilés et qui montrent, ici par exemple, quelque chose qu'on peut délimiter par ces lignes. Et donc, c'est juste pour vous montrer que sur le terrain, on va pouvoir identifier des séquences qui correspondent à des petites unités de temps, et qu'en sismique, on verra des séquences, on verra des choses plus épaisses qui correspondent à des plus grandes unités de temps. Ici, la schématisation d'une séquence haute résolution, donc échelle de l'affleurement. Une séquence génétique, elle est complète. C'est ce qu'on appelle les séquences génétiques, c'est celle de haute résolution, c'est la plus petite séquence qu'on peut observer dans un affleurement. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un dépôt ici progradant. Vous voyez, les dépôts du littoral avancent vers le bassin, ça prograde. Et ici, on voit quelque chose qui avance vers le continent et qui donc rétrograde. Progradation, rétrogradation. Vous avez là le symbole qui a été choisi pour représenter cette progradation, rétrogradation, avec une progradation qui correspond à un triangle blanc avec la base vers le haut, et la rétrogradation, un triangle noir avec la pointe vers le haut. Vous voyez que quand on est sur le continent, la progradation n'est pas enregistrée, on est plutôt en train d'éroder sur le continent, donc on dépose très peu, alors que quand on est dans la rétrogradation, on dépose beaucoup sur le continent. Cette forme, cette épaisseur relative des deux phases, progradation-rétrogradation, est différente quand on est dans le bassin, où on accumule plus de sédiments dans la phase où on prograde, et beaucoup moins de sédiments dans la phase où on rétrograde, parce que quand on rétrograde, on stocke tout le sédiment plutôt vers le continent. Donc des séquences génétiques sont représentées par cet empilement de deux triangles blanc-noir, et vous voyez qu'en fonction de là où on est dans l'environnement de dépôt, ils n'ont pas exactement la même géométrie. On peut découper cette séquence dans le temps, vous allez voir là. Ici, voilà ce qui se passe quand je dépose la
première partie de ma séquence en progradant. Ce qui se passe, c'est que j'observe une diminution de la profondeur de mon bassin. Et puis, quand je suis en rétrogradation, j'ai une augmentation de la profondeur de mon bassin. Voilà. Donc ça, c'est pour la séquence génétique. Donc là, c'est une illustration pour que vous compreniez bien pourquoi la taille de ces symboles change. Il y a une différence de partitionnement du volume de sédiments déposés. Quand on est en phase de progradation, l'essentiel du volume est déposé sur les littoraux et dans le bassin. Il n'y a quasiment rien qui est déposé sur le continent. Quand on est en rétrogradation, on dépose l'essentiel sur le continent et presque plus rien dans le bassin. On peut même avoir des surfaces d'érosion. Quand on est en rétrogradation, l'érosion, elle va être le long de la pente. Quand on est en progradation, elle peut être sur le continent. Comment est-ce qu'on représente ces cycles, ce genre de séquence sur un schéma 1D avec le temps? Ça c'est une représentation. Voilà ce qu'on peut, la partie enregistrement sédimentaire nous dit, donc avec la phase progradation, rétrogradation. Et on peut mettre ce schéma en regard de l'évolution du milieu de dépôt, plus marin ou plus continental. Donc quand on est en rétrogradation, le milieu devient plus marin, la colonne d'eau augmente. Puis quand on est à la transition entre la progradation et la rétrogradation, c'est là qu'on est, dans le milieu on est plutôt continental. Et puis quand on démarre la progradation, on était plutôt marin. Donc voilà comment évolue le niveau marin par rapport à ce type de schéma. Donc vous voyez qu'on parle aussi de surfaces remarquables qui sont indiquées en rouge ici. MFS, qu'on retrouve dans les deux endroits forcément, c'est la surface d'inondation maximale. Et en fait, ça c'est pour l'anglais, Maximum Flooding Surface. Et ça, c'est la surface de transgression ou d'inondation. Mais bon, il n'y a que ces deux surfaces en fait. Maximum flooding surface, c'est là où on est le plus profond, et la surface de transgression que je vous demande peut-être de mémoriser. Si on convertit cette évolution des milieux de dépôt en variation du niveau marin relatif, voilà ce qu'on peut voir. Le niveau est bas ou haut. Et alors, vous voyez que là, on est inversé. Si on voulait être dans le même sens que les milieux de dépôt, il aurait fallu qu'on le mette en miroir. Donc, ce que vous voyez, c'est que quand vous avez un milieu plus continental, ici, vous avez un niveau marin qui est plutôt bas. Donc, à l'endroit où vous déposez, vous êtes plutôt émergé. Et quand vous avez un niveau marin avec une surface de maximum d'inondation, vous êtes plutôt avec un niveau marin haut. Okay. Voilà le niveau marin tel qu'on peut le reconstruire. Alors, quelques photos de sédiments. Donc, ce qu'on voit ici, de là, on voit, comment je vais la dessiner. Donc, progradation, rétrogradation. Donc là, on est dans une... Donc là, tout ça, jusque là, on est dans une seule séquence, de là jusque là. Et puis à partir de là, on redémarre une autre séquence. Si on décrit cette séquence, on voit en bas les niveaux de maximum flooding surface ou d'inondation maximale. C'est là où le niveau marin est le plus haut. En général, c'est là qu'on dépose des choses par décantation, donc des niveaux plutôt argileux. Sur ces niveaux argileux, progressivement, quand on prograde, on va déposer des niveaux gréseux avec des grès de plus en plus grossiers. Et là, vous voyez, on a des lits d'abord très fins, qui ont l'air fins, et puis on commence à voir apparaître des lits plus épais, constitués de choses plus grossières. Et puis là, on finit carrément
avec un sable très grossier. Donc là, on finit, on est dans la progradation, on atteint la fin, et puis ensuite, on passe en rétrogradation et on retrouve des choses de plus en plus fines avec des niveaux argileux de maximum flooding surface. Là, vous voyez que ce qui est très bien enregistré, c'est toute la phase de progradation. La phase de rétrogradation est très peu enregistrée, donc on sait qu'on a un grand triangle blanc et un petit triangle noir, donc on sait qu'on est plutôt, cette séquence est enregistrée plutôt sur un bord continental que sur un bord de bassin. Bon, on remontre, je vais vous remontrer là la séquence de troisième ordre de Velle, et on va la découper dans le temps avec là elle est vraiment sortie avec ses boundaries, ses limites de séquence. Et vous voyez là, pour accumuler cette séquence, qu'est-ce qu'il a fallu en termes de subsidence. Donc on subside le temps, oui, donc le temps là va vers le bas, et donc on a une subsidence progressive qui a permis de déposer et d'accumuler tous ces sédiments, et pour fabriquer ce qu'on a, on a eu des variations statiques aussi, qui sont de ce type-là. Alors, si on décode, alors par contre, le temps, donc là on remonte dans le temps. Cette flèche montre qu'on remonte dans le temps, et donc on commence en bas là, par l'âge le plus vieux. Donc ce orange correspond à ce qu'on appelle le prisme de bas niveau. Donc l'orange, c'est les premiers sédiments qu'on dépose dans cette séquence. Alors ils ont inversé la séquence, on n'est plus en progradation, rétrogradation, la séquence de Velle rétrograde puis prograde. Ça, c'est pas très grave. Donc le prisme de bas niveau, le niveau marin est bas, vous voyez, il est bas, et on dépose des choses en bas. Et le niveau a chuté brutalement avant de déposer ça, puisque vous voyez qu'ici, vous êtes en train d'éroder tout ce qui est au-dessus du niveau marin. Et tout ce que vous érodez, pof, on va le déposer en bas de pente. Étape 2, le niveau marin a monté, je dépose ces sédiments jaunes, qui sont ici, et là, je fais une progradation tranquille. Étape 3, je suis dans le vert, je rétrograde, hop, 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 donc progradation, rétrogradation. Donc là, j'ai une séquence standard de progradation, rétrogradation. Ensuite, je reprograde, donc je rentre dans une deuxième séquence en fait. Progradation, donc rétrogradation, de nouveau progradation, et avec des choses que je dépose mais que j'altère, que j'érode en même temps. Et ensuite, je continue à prograder pour faire ce qui s'appelle ici un prisme de bordure de plateforme à la fin. Donc j'ai un tout petit bout de donc le petit bout de programme. En gros, la grosse séquence, c'est je fais ça et je fais ça. Mais par contre, ce qu'on voit très bien, c'est qu'à l'intérieur de ces grosses séquences, j'ai des petites séquences. Là, j'ai une petite séquence, par exemple, une petite là. Mais à grande échelle, c'est ça. Et ça, c'est la séquence de troisième ordre de Velle. Alors, pourquoi ça redémarre? Bon, ok. Voilà, ici, la même séquence schématisée. Ici, on la revoit. Donc ici, on retrouve le même type de schéma que tout à l'heure, avec les variations relatives du niveau de la mer, mais la réponse stratigraphique, elle est indiquée un peu différemment. On retrouve bien les milieux de dépôt comme tout à l'heure, avec les surfaces de tout à l'heure. Et ici, ce qu'on représente, c'est ce qu'on appelle les cortèges de dépôt, ou encore l'empilement de séquences génétiques.
Donc là, on décrit qu'on a ici, pour démarrer, un empilement vertical qui correspond à la gradation, puis une migration vers la mer qui correspond à une progradation, puis un empilement vertical qui correspond à une aggradation, puis une migration vers la terre. Cortège transgressif qui serait progradation, cortège bas niveau qui serait aggradation, et cortège de haut niveau qui serait encore aggradation. Là. C'est une autre manière de représenter les choses. Vous avez sur le site une annexe 3 où Laurie Barrier, qui a construit ce cours, a mis par écrit tout ce qu'il y avait à savoir sur le modèle de Wels et la séquence de Wels, si vous voulez approfondir. Ici, des exemples de profils sismiques. Alors, la séquence de Wels, elle a été faite par un profil sismique aussi. Donc, un autre exemple de profil sismique, là, ici le profil, et ici le profil interprété, de différentes manières. C'est le même profil, et il est interprété de différentes manières. Donc vous pourrez vous entraîner à essayer de reconnaître dans le profil ce que vous voyez là. En gros, ce qu'il y a à voir, c'est ici 1, 2 et 3, c'est un empilement de 3 séquences qui sont globalement progradantes. Là, on a un début d'une séquence de je ne sais pas quel ordre qui prograde, mais ce début de progradation est constitué de 3 séquences avec progradation, rétrogradation, progradation, rétrogradation, et le début de la 3e séquence, progradation, rétrogradation. Ok ? Donc là, on voit bien l'illustration du concept d'empilement de séquences 2. Un autre exemple, ici, est-ce qu'il est... Non, il n'est pas interprété, mais... alors, comment je vais vous montrer ça? On voit bien qu'il y a quelque chose là, une autre séquence là, une autre séquence là, une autre séquence là, et une autre séquence là, et encore une autre là. Et ce qu'on voit, c'est que cette séquence se déplace vers le continent. On est donc dans un modèle de rétrogradation-aggradation. Cet empilement de séquences se déplace vers le continent. Et vous voyez que par exemple, si je prends celle-ci et que vous regardez en détail dedans, on voit des choses progradantes dedans avant de voir quelque chose de rétrogradant. Progradant, rétrogradant. Okay, donc cette alternance, on a ce déplacement général vers le continent et à l'intérieur. Si vous regardez les lamines plus fines, vous distinguerez que ça se fait en cycle. Voilà une autre illustration. Ici, on remet au cours du temps des différents, de ce qu'on peut voir avec la ligne de rivage qui se déplace. Et c'est la ligne de rivage qui vous dit si vous progradez ou vous rétrogradez. Et donc là, on voit que les différentes séquences, quand on les répartit non pas dans l'espace, dans l'épaisseur, mais dans le temps, peuvent donner les limites de séquence, vont donner des lignes qu'on appelle des lignes de temps, parce que les montées et baisses de ces lignes de rivage sont, quel que soit l'endroit où on se place dans le bassin, vont être toutes synchrones. Donc les limites de séquence peuvent être converties en limites de temps. Et ça, vous verrez, c'est la base de la stratigraphie dite séquentielle qu'on va aborder juste après. Donc, maintenant, on reprend notre schéma standard des différents types de bassins avec leurs échelles et on peut ajouter dedans l'information de est-ce que c'est progradant ou rétrogradant. Globalement, est-ce que les séries sédimentaires qui sont déposées sont progradantes ou rétrogradantes? Et si on commence par le premier bassin, on voit quoi? On voit globalement les lignes de rivage se déplacent vers l'extérieur du bassin, au fur et à mesure, vers le continent, au fur et à mesure que le bassin croît. Et donc on a des architectures sédimentaires qui sont globalement rétrogradantes. Mais on voit aussi toutes ces séquences à l'intérieur de dépôts
qui sont progradantes, rétrogradantes, progradantes, rétrogradantes. Donc on a bien cette convolution des différentes échelles de séquence, mais globalement, l'architecture d'un sédimentaire d'un bassin de rift, de type rift, va être rétrogradant. Pour une marche continentale, donc quand on est contrôlé par la subsidence thermique, la création d'accommodation, comme l'échelle de temps est très longue et que la création d'accommodation n'est pas très importante, on va avoir un flux sédimentaire qui va être plus important que l'accommodation, ce qui va nous donner quelque chose de plutôt progradant, aggradant et progradant. Voilà, avec, alors ici on n'a pas représenté les littoraux en jaune, mais on voit que le vert qui correspond à la plaine alluviale progresse vers l'intérieur du bassin. Et on voit ici très clairement la partie aggradante. Enfin, quand on rentre dans les bassins d'avant-chaîne, ici sont représentés en jaune les cônes alluviaux, donc ce qui se dépose en bas des reliefs. Et on voit que les cônes alluviaux progressent vers l'intérieur du bassin. L'intérieur du bassin étant là. On a donc une architecture qui est globalement progradante pour les bassins d'avant-chaîne. Voilà. Et maintenant, on passe à la méthodologie de la stratigraphie séquentielle. Donc on reprend toute l'histoire, on commence, le début, c'est quand même de faire de la sédimentologie et de reconstituer un paysage. Quand on reconstitue un paysage, on a une information sur la hauteur d'eau qui est clé. Ensuite, le deuxième point, c'est de reconstituer une architecture stratigraphique. Est-ce que c'est progradant, aggradant, etc. Et donc c'est ces empilements, l'architecture stratigraphique correspond à des empilements de paysages passés, et donc on peut reconstituer leur évolution dans le bassin. Et pour passer à la stratigraphie séquentielle, on lit dans cette évolution des architectures, on essaye de trouver des séquences qui traduisent les séquences de progradation, rétrogradation, qui traduisent des variations de l'accommodation. Et ces séquences, avec leurs limites, ont des limites qui correspondent à des lignes temps. Et donc si on est capable d'un environnement à l'autre d'identifier des séquences, même si les faciès sont différents, on peut y faire passer des lignes dites de temps, et on peut donc convertir cette architecture sédimentaire en épaisseur en architecture sédimentaire en temps, grâce à ces séquences de dépôt, et donc identifier le temps où on n'a pas de dépôt dans les domaines continentaux, le temps où on a des dépôts, etc. Et donc avec la stratigraphie séquentielle, on a vraiment une reconstitution de l'évolution des paysages 3D, c'est-à-dire elle n'est pas seulement dans l'espace, mais elle est vraiment dans le temps, on peut les dater. Donc la méthodologie, toujours, on commence par fabriquer un modèle de faciès. Donc on regarde comment tous les faciès sont dans un endroit, et ça se symbolise comme ça. Quand on représente ça, on a un affleurement, et on analyse tous les faciès, et à partir d'un endroit donné avec toutes ces faciès, on se dit, bon ben, si j'ai tous ces faciès, je devais avoir tel profil de dépôt. Ok. Et ensuite, je peux faire un découpage séquentiel en indé, donc avec les séquences de dépôt qui sont représentées ici, progradant, rétrogradant. On voit que pour une séquence de cet ordre, à l'intérieur, on a des séquences d'un ordre inférieur. Et ça, c'est fait à partir de l'analyse des faciès sédimentaires, où on reconnaît les surfaces
de dépôt, donc les maximum flooding surface, les érosions, les surfaces d'érosion. Et une fois qu'on a fait ce travail d'empilement de séquences à un endroit donné et à un autre endroit donné, on part du principe qu'on peut corréler les limites de séquences entre elles, comme c'est fait ici. Alors, il ne suffit pas d'avoir ces empilements de séquences, parce que comment savoir si cette séquence correspond à celle-ci ou celle-ci? Donc, il nous faut non seulement des limites de séquences, mais il nous faut aussi par endroit des arguments pour dater, pour faire des corrélations correctes. Donc, on mélange les méthodes de datation à cette analyse de séquences, et ça nous permet ainsi de faire passer dans des architectures de ce type-là des lignes dites de temps. Alors, on résume encore, la séquence le log stratigraphique, la série sédimentaire avec sa lithologie. Donc ça, c'est l'approche à partir de l'objet, stratotype, lithologie. Ensuite, on rajoute à ça l'approche temporelle. Donc ça, c'est une méthode de datation, c'est la magnétostratigraphie, on n'en a pas parlé sur ce sujet ici. La biostratigraphie, mais vous en avez entendu parler en paléontologie, donc ça permet de découper en unités de temps, vraiment de donner un âge aux différents endroits. Et ensuite, on a le découpage en séquences, qui seront donc datés en temps grâce à la présence de fossiles. Et ça nous permet de faire des corrélations entre des endroits très très éloignés, enfin plus ou moins éloignés d'un même bassin, même si les faciès sont complètement différents. Là, on n'a pas du tout les mêmes faciès, les épaisseurs des séquences ne sont pas du tout les mêmes, mais grâce au découpage en séquences et aux datations avec ce qu'on peut, les fossiles ou autres, on va pouvoir corréler ces différents endroits. Vous voyez ici un exemple de découpage en séquence à cet endroit-là. Un exemple de découpage en séquence à cet endroit-là. Et on voit qu'on peut faire passer des limites de séquence. Hop, cycle 1, cycle 2, etc. grâce à ce découpage en séquence. Les applications, à quoi ça sert d'être capable de découper en séquence et de corréler des unités sédimentaires en unités de temps? Donc on est dans le bassin sédimentaire et on avait déjà un petit peu dit, quand on est capable de faire ça, on peut remonter, on peut essayer de déconvoluer qu'est-ce qui est l'enregistrement du climat, qu'est-ce qui est l'enregistrement de la tectonique dans notre série sédimentaire, ou en gros, comment les processus climatiques et les processus tectoniques interagissent pour donner des processus de surface. Donc ici, c'est une illustration qui est là, pour vous rappeler encore ce qu'est l'accommodation. Donc c'est l'altitude ou la hauteur, enfin c'est plutôt la hauteur d'eau plus l'épaisseur des sédiments, l'accommodation. Et donc elle est contrôlée à la fois par la déformation et par les niveaux statiques. Dedans, on fait passer des lignes de temps, des âges absolus, des paléoaltitudes, on décompacte. Et quand on est capable de faire tout ça, on peut, quand on a un grand bassin avec 2 forages, et qu'on voit des faciès du large, de l'avant-côte, du large, de la plaine côtière en un endroit, et pareil en un autre, si on peut déconvoluer tout ça en séquence, et avoir quelques âges, au lieu juste de faire ce schéma simpliste de lithostratigraphie, on peut arriver avec les limites de séquence et des découpages en lignes de temps, à avoir ce type de vision de ce qui se passe et qui est beaucoup plus proche de la réalité. Et en quoi c'est utile? C'est utile parce que quand on cherche un réservoir de pétrole, par exemple, on va le chercher dans ces corps-là. Et ces corps-là, si on les imagine comme ça, on ne va jamais aller forer parce que les pétroles, ils vont avoir migré vers le haut. Alors que là, quand on les imagine comme ça, on peut aller les chercher là, et on peut aller les chercher là. On sait qu'on n'ira pas là, etc., etc. Donc avoir une vision plus réaliste
de la géométrie des corps sédimentaires, c'est important pour exploiter les ressources dans les bassins. Bon, et ça c'est une des limites, mais oubliez cette slide, parce qu'elle rentre dans la complexité de ce qu'est le niveau de base, qu'on a décidé, je vous ai dit par simplification, que j'assimilais à l'eau de mer, à la surface de la mer, et vous voyez qu'en fait, quand on réfléchit un peu plus, qu'on rentre dans ce qui est plus affiné, c'est un petit peu différent de la surface de la mer. Ok, bon, ben voilà, on a fini pour le cours stratigraphie. Pour la stratigraphie séquentielle, c'est important de comprendre à quel moment on passe au temps, donc c'est grâce aux séquences, et d'être capable, quand vous verrez des schémas de stratigraphie séquentielle ou des interprétations, que ça vous rappelle quelque chose. Par contre, je ne pense pas au niveau du CAPES qu'on attende que vous soyez capable de les schématiser, toutes ces choses-là. Vous n'aurez pas besoin de les reconstruire, mais peut-être d'avoir à les commenter, probablement. Et comprendre la philosophie de comment ça marche. C'est important, c'était juste l'objectif de ce cours-là. Voilà, c'est fini pour le cours. Alors, pour le cours stratigraphique et le 5e cours. À bientôt!